Bienvenue, nouvel épisode de La Coupure. Aujourd'hui, je reçois Jean-François, le cofondateur, même fondateur de la marque Bohémie. Salut Jean-François. Salut. Déjà, merci beaucoup d'être là. Je te le disais un petit peu avant le podcast, tu es le premier sur le thème de la boulangerie. Tu as développé une marque méga connue, en tout cas en région parisienne. Je pense que beaucoup de gens connaissent ta marque. Grosse influence sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Avant de commencer, comme d'habitude, j'aime bien que l'invité se présente. Tu nous dises un peu qui t'es, s'il te plaît. Très bien, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Jean-François, j'ai 48 ans, le temps passe. Et donc je suis le fondateur avec mon associé Magali Sécula des boulangeries Bohémie. Donc Bohémie, on a démarré maintenant il y a bientôt 7 ans, rue de Turbigo par un premier magasin. Et l'idée, c'était de réinventer un petit peu la boulangerie artisanale de quartier. On trouvait qu'il y avait une opportunité sur ces sujets, d'amener quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un peu différent. Sur un univers qui n'avait pas forcément beaucoup évolué. Et donc moi, en fait, quand j'ai voulu recréer une entreprise, je trouvais que ce domaine était intéressant. Sachant qu'auparavant, j'avais déjà créé une entreprise dans le monde du sport, avec une marque de sport qui s'appelle Venom, que j'ai vendue en 2014-2015. Et je voulais vraiment repartir sur un métier un peu passion. Et moi, je suis hyper gourmand, la boulangerie, ça me parlait bien. Donc je trouvais que c'était intéressant de se lancer dans ce domaine-là. Carrément, parce que du coup, ça c'est assez intéressant, c'est que tu viens pas du tout du monde de la restauration, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tu as fait d'autres choses avant. Oui. Pourquoi du coup la boulangerie, c'est vraiment par passion du produit, et parce que tu disais aussi vieillissant, parce que aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 30 000 boulangeries en France, donc c'est un marché méga concurrentiel, donc se lancer sur la boulangerie, il y a aussi un peu une part de risque, il faut connaître le métier, etc. Pourquoi toi, tu as décidé la boulangerie au démarrage ? Moi, je sortais d'une aventure qui avait duré 8 ans dans le monde du sport, et le sport, c'était une de mes passions. Et donc, quand j'ai voulu redémarrer sur un nouveau projet, j'ai bien sûr pensé au sport, mais j'avais peur de refaire la même chose, probablement moins bien. Et donc, j'ai essayé de creuser différents sujets, notamment des sujets qui me parlaient. Et moi, la boulangerie, le sucré, la restauration, à titre personnel, ça me parlait. Et en plus, je trouvais qu'il y avait une opportunité. Donc là, il y avait un angle personnel, il y avait un angle business aussi, de dire, j'ai l'impression qu'on peut amener des choses dans ce domaine-là, qu'on aurait peut-être j'aurais peut-être moins d'opportunités d'amener d'autres choses sur d'autres secteurs. Et donc, je me suis dit, là, il y a un bon fit entre ce que j'ai envie de faire et ce que je peux amener pour pouvoir créer un business qui se développe bien dans le futur. Carrément, parce que pour les gens qui nous écoutent, donc du coup, vous avez un peu un concept vous faites de la boulangerie évidemment, mais vous avez aussi diversifié à fond vos produits, c'est-à-dire que vous avez une offre de pâtisserie assez large aussi, de sucré avec les New York Rolls, etc. C'est un peu votre marque de fabrique aussi. Est-ce que justement, tu peux nous en parler un peu plus justement du concept Bohémie en lui-même, pour que les gens sachent exactement ce que vous proposez ? Le concept, il est assez simple. Quand on a démarré, on a essayé un peu d'imaginer la boulangerie qu'on aimerait avoir en bas de chez nous. Donc, premier point, c'était on voulait des produits qui soient 100% maison. Ça, il n'y avait pas de débat. On ne voulait pas être la 200e boulangerie industrielle. Ça n'avait pas d'intérêt. On n'avait rien à amener sur ce domaine-là. La deuxième, c'était d'avoir des produits qualitatifs et créatifs. Donc, on a essayé de trouver des choses un petit peu différentes. Tu as parlé du New York Roll, peut-être qu'on en reparlera. Donc, essayer de toujours se mettre un petit peu en décalage par rapport au marché. Troisième point, c'était des lieux. On voulait vraiment créer des lieux, pas juste des points de vente. Donc, chez Bohémie, il y a toujours des places assises. Souvent, c'est des grands points de vente. À Rivoli, on a 100, 120 places assises, donc c'est énorme. Donc, on voulait vraiment créer un endroit un peu différent, pas juste l'endroit où tu viens acheter ta baguette et tu repars. Et le dernier point, c'était le prix. On voulait avoir vraiment une offre qui soit hyper accessible, qui reste... donc nous, on est sur des paniers à 10-12 euros, donc vraiment, ça reste accessible au plus grand nombre. C'est des paniers type un peu presque fast-food. Sauf que là, on est sur une approche 100% maison et artisanale, avec des produits de qualité. Donc c'était vraiment ce combo-là de caractéristiques qu'on a voulu mettre en œuvre. Et pour faire ça, et pour que le modèle il fonctionne, il faut travailler tout au long de la journée. Le problème des pâtisseries, par exemple, c'est qu'elles vont bien fonctionner le week-end ou en soirée, mais dans la journée, c'est plus compliqué. Donc nous, on a vraiment une offre qui est dédiée à tous les moments de la journée. Donc le matin, on va ouvrir avec du café, de la viennoiserie. Le midi, il y a un gros pôle salé avec sandwich, salade, quiche, etc. L'après-midi, on va plutôt retomber sur du tea time, sur la viennoiserie, sur du gâteau de voyage. Le soir, plus sur du pain. Et donc l'idée, c'est d'avoir du monde du lundi au dimanche, de 7h à 20h. Et dans ce cadre-là, tu peux faire fonctionner un modèle avec des très grands sites, beaucoup de personnel et des très grands locaux. Carrément, parce que du coup, dans une vie, moi je travaillais chez Transgourmet et j'avais vu à l'époque déjà que la boulangerie évoluait justement sur l'offre du midi, donc quand même de plus en plus à proposer, diversifier ses offres, etc. Du coup, toi, comment tu te positionnes, c'est-à-dire par rapport au marché ? Est-ce que tu te considères comme une boulangerie ou aujourd'hui, en fait, vous avez une offre tellement diverse et variée que en fait, vous avez un positionnement plus de, effectivement, comme tu as dit, de boulangerie snacking et que...
Comment tu positionnes toi aujourd'hui? Le terme boulangerie, moi je l'aime bien parce que c'est un terme qui est très générique et qui englobe plein de choses, qui en plus, pour le client, est un repère. Et donc, quand tu dis boulangerie, tu peux faire de la viennoiserie, c'est logique, de la pâtisserie, c'est logique aussi, voire du sandwich, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que c'est un terme un peu générique qui fonctionne bien. Mais en fait, en vrai, on a une sorte d'hybride. Ouais. C'est-à-dire qu'on va être, nous, nos concurrents, ça va être autant le boulanger qui vend des baguettes que le Starbucks qui vend un café, que peut-être le café d'en face qui va vendre un petit café avec un croissant. Donc finalement, nous, notre concurrent, ça va être tous les lieux de restauration accessibles. Donc on n'est pas centralisé à 100% sur le pain. Ok. Et du coup, tu as ouvert le premier en 2017, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un peu des débuts, du coup, où tu arrives du coup sur ce nouveau marché et que par passion, parce que comme tout le monde, on aime bien manger. Comment ça se passe du coup les débuts? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Bohémie? Parce que comme tu viens pas de ce milieu-là, avec encore une fois un marché quand même qui est très concurrentiel, on est quand même dans le pays de la boulangerie, du pain, etc. Comment ça se passe le début pour vous? Bon, le début, c'était très simple. On a démarré avec Magali, on a trouvé un premier local. Déjà, il y a toute la phase d'aménagement qui nous a pris presque 9 mois parce que là, tu découvres. Tu apprends plein de choses, l'électricité, la climatisation, l'immobilier, l'agencement, la sécurité. Tout le métier hors restauration que des fois on oublie en fait. C'est super important parce qu'il y a même des points qui sont réglementaires donc, qui peuvent te bloquer potentiellement ensuite. Carrément. Donc on a mis quand même pas mal de temps pour ça. Et le jour où on a ouvert, là, c'est encore un autre métier qui démarre, c'est comment t'opères une boulangerie, quels produits tu proposes. Donc au début, on a tout appris nous-mêmes et on a tout fait. Donc tous les métiers de Bohémie, on les a déjà fait. Okay. Donc c'est quand même important aussi. Ce qui est une force du coup maintenant. Ce qui est une force, puisqu'on sait, on n'est pas des spécialistes de chaque métier. Par contre, on connaît tous les métiers. Et donc au début, tu démarres, t'ouvres, et puis tu vends une baguette, un croissant, un pain au chocolat, puis 2 pains au chocolat, 3 pains au chocolat. Et donc on a vraiment démarré tout petit, puisqu'on démarrait sur des chiffres d'affaires de 1 500 euros par jour. Okay. Et puis c'est monté crescendo relativement vite. Okay. Et ensuite on est rentré dans un cycle plutôt de développement avec une deuxième, une troisième. Et là aujourd'hui on est dans cette phase-là de développement assez rapide. Donc du coup, tu as le premier, le succès du premier arrive finalement au bout de plusieurs mois, c'est ça? Et directement, vous décidez d'ouvrir. Le deuxième arrive quand du coup? Du coup, le deuxième, on l'a ouvert mi-2019, donc ça veut dire on l'a ouvert 18 mois après. Donc on a dû on l'a signé un an après. Okay. Donc après, oui, au bout de 6 à 9 mois, on voyait une dynamique qui était positive et on s'est dit, OK, le modèle, il fonctionne. Donc c'est à partir de ces 6-9 mois qu'on a commencé à réfléchir à la deuxième. Et après, l'ouverture de magasin, pour nous, c'est très lié aux opportunités commerciales. Ouais. Est-ce qu'on trouve un beau local? Okay. Si on trouve, on y va. Si on ne trouve pas, on n'y va pas. Et là, il se trouve qu'on a trouvé un local qui nous plaisait, rue Saint-Martin. Donc on a ouvert cette deuxième boutique. Une troisième dans la foulée, rue de Rivoli, avec un local qui lui était vraiment exceptionnel, puisque c'est un local qui fait 400 mètres carrés au croisement Rivoli, rue du Louvre. Okay. Donc là, c'était vraiment, pour nous, c'était un gros pari, parce que c'était, en termes de budget, ça n'avait rien à voir. Ouais, là, les loyers et tout, c'est plus... les loyers, c'était 2 à 3 fois supérieur aux autres. Okay. Par contre, le local était top. Et donc, on l'a signé. En plus, c'était en plein Covid. Donc, il fallait y croire. Et en fait, on ne regrette pas du tout, parce que c'est ce troisième local-là, rue de Rivoli, qui nous a vraiment permis d'être sur la carte des boulangeries parisiennes et qui nous a ouvert plein d'opportunités en France comme à l'international, puisqu'on a une visibilité qui est énorme sur ce local-là. Ouais, on va y revenir parce que j'ai lu quelque part que tu parlais souvent de l'emplacement qui était un truc méga stratégique aussi pour le développement. Juste avant qu'on enchaîne là-dessus et même sur le poids que vous avez sur les réseaux, la notoriété, tu as parlé au tout début du fait que tu voulais moderniser la boulangerie. Est-ce que dès le premier, tu avais déjà une idée de la conceptualisation, c'est-à-dire de vraiment tous les produits différenciants dont on parlait, le New York Roll, etc. Ça arrivait dès le début ou c'est au fur et à mesure que tu as commencé à comprendre comment fonctionnait la boulangerie que tu t'es dit, OK, il y a un marché à prendre en fait aussi sur d'autres produits pour justement attirer une nouvelle clientèle? En fait, je dirais que 80-90% des concepts étaient là. Donc après, il y a des choses qu'on a creusées. Okay. Le New York Roll, c'est arrivé après parce que ça vient des États-Unis, donc c'était pas là à l'époque. Mais en tout cas, on avait cette volonté et déjà on proposait des pains bicolores ou des croissants framboises, donc des choses qui sont connues mais qu'on ne voyait pas beaucoup en boulangerie, qui maintenant sont beaucoup plus répandues d'ailleurs. Donc on avait déjà cette volonté d'innover.
Et ensuite, on a creusé certaines parties, genre le café par exemple. Au début, je me souviens, on pensait même pas à la machine à café. Maintenant, le café, la machine elle tombe en panne. Enfin, en fait, on a 2 machines même. Si une machine tombe en panne, on est en difficulté tellement on vend de café. Donc le café, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément bien estimé. Mais sinon, au niveau produit, à 80%, on retrouve le pain, la viennoiserie, le salé et les gâteaux de voyage. C'est vraiment les 4 gammes de famille qui sont à peu près équilibrées et qu'on vend depuis le premier jour. Ouais, donc du coup, ça veut dire vraiment, tu avais déjà ta vision en fait quand tu arrivais en te disant voilà, c'est comme ça que demain on va moderniser la boulangerie. Et ce qui est cool, c'est que du coup, rapidement, en fait, ça a pris directement chez vous, ce qui vous a permis en fait d'avoir la croissance que vous avez aujourd'hui. Ouais, tout à fait. En fait, c'était, moi, je pensais comme un consommateur. Donc, c'est des métiers où tu vas pas réinventer un nouveau concept. On va pas se mettre à vendre des sushis ou des pizzas. Enfin, c'était pas notre métier. C'était juste de dire, ok, une boulangerie, qu'est-ce qu'on attend dans une boulangerie? Des bons produits, un peu de variété, peut-être changer un petit peu des parfums classiques, que le midi ce soit simple, hyper bon, frais, pas trop cher parce que les gens ils ont un ticket restaurant et puis ils ont une demi-heure pour manger, donc ils vont pas se mettre à table pendant 2 heures. Donc finalement c'était des idées relativement simples. Ce qui est dur dans la boulangerie, c'est pas d'avoir les idées, c'est plutôt de les mettre en place et de les exécuter. Parce que c'est vraiment un métier, enfin comme la restauration en général, mais encore plus en boulangerie où tous les jours à 7h du matin tu remets les compteurs à zéro et tu repars et tu refais ta production, et si tu veux c'est jamais gagné. Donc avoir une bonne idée, un bon concept, c'est bien. Mais finalement, ce qui est dur, c'est l'exécution. C'est l'opérationnel, etc. Et donc, pour revenir un peu à vous, c'est que vous avez réussi à faire quelque chose de fort. Déjà, il y a de plus en plus de marques fortes dans la restauration. Je trouve que dans la boulangerie, c'était encore moins vrai au début d'avoir des grosses marques fortes, etc. Vous avez réussi. Donc, vous avez une centaine de milliers de followers sur Instagram. Comme je te disais, j'avais lu quelque part que tu te parlais de l'emplacement. Est-ce que, pareil, le premier jour, tu t'étais dit aussi tout de suite, il faut qu'on arrive à... Le concept, il faut que ça soit accompagné d'une marque forte parce que c'est ça qui va nous permettre de développer notre croissance. Alors ça, oui, c'est vrai que moi en plus je venais d'une expérience avec Venom, qui est une marque de sport. Alors une marque de sport, c'est une marque par définition, et quasiment tout est dans la marque. Contrairement à la boulangerie, on peut ouvrir un magasin qui s'appelle boulangerie, les gens ils vont rentrer. Tu vas pas ouvrir un magasin qui s'appelle marque de sport, parce que les gens ils vont pas acheter. Ils vont du Nike, ils vont du Adidas, du Venom si c'est des sports de combat. Et donc moi j'avais cette notion-là qui était très forte, et j'avais aussi déjà l'idée qu'une marque ça s'entretient et ça se protège. Et donc on voulait une marque déjà qui soit originale et qu'on puisse déposer partout dans le monde. Sachant qu'on ne s'interdisait pas de dire si demain ça cartonne, on pourra se déployer dans tel ou tel pays. Donc cette approche de marque originale et de protection, c'est quelque chose que j'avais déjà, mais alors là pour le coup, grâce à mon expérience précédente, où j'avais eu plein de soucis avec des gens qui nous copiaient, des marques avaient été déclinées localement, etc. Et donc on a déposé tout de suite la marque, et c'est pour ça que Bohémie, c'est une marque qu'on a voulu assez originale, même dans sa conception. On ne voulait pas s'appeler la baguette de François et Magali, déjà parce qu'on ne trouvait pas ça très intéressant et très moderne, mais en plus on voulait vraiment pouvoir se protéger. Ça c'est super important, parce qu'en fait tu n'es jamais à l'abri d'un succès. Si ça ne marche pas, au pire tu as une marque, voilà. Mais si ça marche, c'est des choses qui sont hyper importantes, parce que si ta marque elle est copiée ou si elle est déposée par quelqu'un d'autre, ça peut bloquer carrément ton développement. Et donc du coup déjà une volonté dans le nom Bohémie, une volonté internationale, c'est-à-dire de se dire il faut que ça soit un nom qui puisse être compris entre guillemets partout dans le monde en gros. Ça c'était dès l'ouverture. Ouais, dès l'ouverture. Moi dès l'origine même du projet, quand j'ai voulu me lancer sur un nouveau projet, avec Venom on avait beaucoup développé la marque à l'international, à 90%. Parce qu'à l'époque en plus le MMA était même pas légal en France. Maintenant c'est plus populaire, mais à l'époque ça l'était moins. Et donc je voulais me lancer sur un projet tourné vers l'international. Et donc en fait je m'étais même dit mais qu'est-ce qu'on peut vendre de français à l'international. Donc la France c'est faire des avions, donc c'est un peu compliqué, du luxe, mais là il y a et du pain, et de la gastronomie, et notamment le pain. Et donc je me suis dit ok, les deux premiers c'est pas possible. Par contre la gastronomie finalement c'est plein de micro-acteurs et ça s'exporte. Donc j'ai dit ok, on va commencer par développer une marque française, enfin même parisienne, de boulangerie, mais pourquoi pas ensuite se développer à l'international. Et finalement l'avenir nous a donné raison, puisque dès 2021 on s'est développé en Espagne.
Et là, maintenant, on commence à se développer sur pas mal de pays. Ouais. Donc, c'était un bon C'est un bon move. bon move dès le début. Ouais. Mais ça, on y reviendra justement sur l'international, l'Espagne notamment. Mais du coup, donc là, tu as parlé du fait de protéger la marque quand vous avez créé. Et après, comment tu as fait pour que rapidement, par contre, ça devienne une marque connue avec la notoriété qu'elle a? Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est 170 000 followers sur Insta. Donc, aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux ont un impact important dans l'acquisition de nouveaux clients, dans le fait de tout simplement de tenir au courant, fidéliser. Comment vous avez réussi en 7 ans justement à arriver à ces stats-là et justement à créer la marque qu'est Bohémie, en tout cas aujourd'hui à Paris, qui est quand même plutôt connue? De toute façon, tous les gens sur Instagram ont démarré avec un follower, donc c'est vraiment un par un, tu vas les chercher. Donc au tout départ, pendant 3-4 ans, c'est moi qui faisais toutes les photos, les commentaires. Okay. Puis ensuite, on a eu une équipe, on a des gens qui nous ont rejoints pour nous aider. Mais il n'y a pas de baguette magique, c'est vraiment poster le plus souvent, des belles photos, des choses originales, interagir avec ses followers. Okay. Et en fait, on est passé, on arrivait vite aux 10 000 premiers, puis 20 000, puis 50 000. Et maintenant, ça grandit de façon organique. Donc ça se fait de manière organique, c'est-à-dire que tu n'as même pas eu une strate, comme beaucoup à un moment, des influenceurs, des agences ou quoi ça Alors nous, des agences, on n'a jamais travaillé avec des agences. Okay. Des influenceurs non plus, si ce n'est qu'on a offert... nous, on offre des coffrets aux influenceurs qui sont un peu connus. Donc on leur envoie un petit message. Si vous voulez goûter les nouveaux cookies, je vous envoie 10 cookies. Ils viennent pas. Okay. Voilà, mais on n'a pas plus de stratégie que ça. Okay. Et on n'a pas d'agence et pas de RP. Donc okay. on fait tout nous-mêmes. D'accord, donc ça s'est fait. Ah, mais c'est ça qui c'est quand même fou. Donc ça s'est fait vraiment de manière organique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, sur l'autre partie, du coup, pour renforcer la marque, c'est l'emplacement. Je pense que c'est encore une grosse vérité quand même dans la restauration aujourd'hui, même si, encore une fois, il y a plein de canaux de vente qui sont différents avec la livraison, le click and collect, etc. On a quand même encore l'impression que l'emplacement, c'est important. C'est quoi ton point de vue, toi, par rapport à ça aujourd'hui, sur l'emplacement des boutiques que tu choisis à chaque fois? Alors, l'emplacement, c'est effectivement important parce que quand tu ouvres avec un bon emplacement, tu démarres la course avec 50 mètres d'avance ou 50 mètres de retard. Donc, si tu as 50 mètres d'avance, la course, ça va être quand même plus facile. Okay. Par contre, pour moi, c'est pas forcément, notamment en boulangerie, le point numéro 1. Il y a des exemples, je pense à Utopie par exemple, c'est des copains chez qui j'ai fait mon stage. Okay. Ils n'ont pas un emplacement de dingue, ils sont dans le 11e, par contre, c'est les meilleurs de tout l'arrondissement. Okay. Donc les gens, ils font les 500 mètres nécessaires pour aller chez eux, et aujourd'hui, ils ont 20 mètres de queue. Donc moi, je trouve que c'est encore des métiers où, je dirais plutôt, c'est la qualité, c'est vraiment les 3 points clés plutôt que l'emplacement, qui est la fameuse règle qu'on connaît. Ouais. Parce que, après, si tu as la qualité et qu'en plus tu as un super emplacement, ce que je disais, c'est que tu fais la même course mais avec un peu d'avance, donc c'est plus facile. Mais pour moi, je trouve que, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, je vais me lancer, j'ai pas les moyens d'aller rue de Rivoli, c'est pas grave. Si tu vas dans un endroit qui est un peu moins bien, mais que par contre ton cookie c'est le meilleur de Paris, l'avantage c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, si tu as le meilleur cookie de Paris, dans 15 jours, tout le monde le sait. Ouais, alors qu'il y a 20 ans, il fallait 3 ans. Maintenant, si t'es bon ou si t'es pas bon d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Ouais, carrément. 3 avis sur les réseaux sociaux, 2-3 posts d'influenceurs. On l'a vu là sur le Crookie, qui est la nouvelle tendance cookie croissant. Le gars qui a lancé ça, c'est un TikTok qui l'a fait exploser. Parce qu'il lance un produit original au bon moment, qui répond à une demande. Voilà, donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien, parce que ça rebat un peu les cartes, et c'est pas forcément maintenant la grande franchise, le Paul ou le Starbucks ou demain le Bohémie qui vont prendre le marché parce qu'ils ont le bon spot. Pour moi, c'est pas suffisant. Alors carrément, parce que souvent quand je fais les podcasts, de toute façon, à force de parler aussi avec plein de gens dans la restauration, c'est que tu sens que le truc qui revient quand même tout le temps, c'est le produit. C'est-à-dire que tu peux pas berner en gros plus d'une fois en fait un client. C'est ce qui va faire qu'il va revenir. Et d'ailleurs, je crois que tu en parlais aussi, c'est que tu as la force du bouche à oreille aussi. C'est-à-dire que plus en fait tes produits sont bons, plus les gens vont en parler. Et j'ai l'impression que ce que tu dis est assez vrai sur l'emplacement, c'est-à-dire que c'était une vérité il y a quelques années, on va dire, et qui est de moins en moins, j'ai l'impression, le cas, en tout cas où les entrepreneurs de la restauration se posent moins la question de se dire il faut absolument que j'ai un super emplacement. Donc c'est un peu en lien avec ce que tu disais. Mais j'ai des avis un peu contradictoire là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui trouvent que l'emplacement c'est le truc numéro 1 et d'autres qui sont plus en mode maintenant c'est moins... Après l'emplacement, la vraie question derrière c'est le coût, c'est-à-dire que si tu dis est-ce que c'est mieux d'être dans une petite rue ou sur la rue de Rivoli, c'est mieux d'être rue de Rivoli. Et si tu as le même coût, bien sûr tu vas à rue de Rivoli et c'est mieux, donc l'emplacement, c'est pour ça que ça reste très important. Mais
je pense qu'il y a 20 ans, tu étais mal placé, tu pouvais pas marcher. Parce que, ou alors, il fallait avoir des années devant toi, de trésorerie, etc. Là, maintenant, tu peux t'en sortir, pour moi. Si tu as la meilleure pizza de Paris et que très très bon te fait un 3 minutes en disant c'est la meilleure pizza de Paris, c'est bien. Tu es refait pour 6 mois, tu es plein. Tu vois, et ça arrive, et tu vois des choses comme ça. Tu vois des petites boutiques qui ne payent pas de mine, mais qui ont la réputation. Donc voilà, mais par contre, ça impose d'être le meilleur. Donc c'est plus dur. C'est sûr que si tu ouvres rue de Rivoli avec un truc moyen, tu auras toujours du monde parce que tu auras des gens qui vont passer, qui veulent s'asseoir, tu auras des touristes, etc. Donc nous, ce qu'on essaye de faire chez Bohémie, c'est pousser tous les curseurs. On essaie de dire, OK, on a un super emplacement, mais on va quand même travailler tous les autres curseurs pour avoir un truc qui soit au top. Nous, à rue de Rivoli, on pourrait vendre 30% plus cher et on pourrait même vendre des croissants industriels. Les gens qui sortent du Louvre, ils veulent manger, ils viendraient payer leur croissant 2,50 €. Et il y en a qui le font, qui sont autour de nous. Non, nous, on garde un prix qui est quasiment le même, qui est le même que les autres boulangeries. On est super bien placé et les gens sont super contents, ils mettent des bonnes notes et ça donne une dynamique globale à la marque. Justement, alors, parce que du coup, tu as ce côté-là du coup, aussi où je pense qu'il y a développé votre marque. Donc, maintenant, c'est le sujet pour de toute façon beaucoup de commerce, c'est les avis Google. Donc, c'est-à-dire comment tu arrives à justement avoir des retours de tes clients parce que tout le monde regarde maintenant ce qui se passe sur Google. Et il y a un autre truc dont tu as parlé rapidement, je sais pas si. Enfin, je pense que vous en avez bénéficié, c'est aussi les articles de presse, notamment très tournés restauration, etc. Est-ce que vous, c'est des choses sur lesquelles vous avez été mis en avant aussi, qui vous ont permis aussi de faire connaître la marque de plus en plus? Oui, nous, dès qu'on a démarré, on a eu beaucoup d'articles de presse parce que c'était un petit peu la nouveauté et surtout dans le monde de la boulangerie. Nous, on était parmi vraiment les premiers de ce qu'on appelle un peu les néo-boulangers, c'est-à-dire des gens souvent qui sont reconvertis, etc. Donc, on a eu pas mal de presse au début. Après, la presse, c'est un peu... je pense que dans la restauration, c'est un peu toujours pareil. T'arrives, t'as 2-3 mois avec une bonne presse et t'es mis en avant. Puis après, il y a un nouveau gars qui arrive, tu es mis en avant, et puis un nouveau gars. Il faut l'entretenir, du coup, ce truc-là. Donc voilà, tu peux pas vivre sur ça parce qu'en fait, tu peux te prendre un petit boost. Nous, on a fait toutes les émissions, on a fait M6, on a fait on a fait très très bon et ça nous a donné un petit coup de boost pendant 5-6 jours. Mais si tu veux, c'est pas ça qui va faire que ton business il est récurrent. Les avis Google, ça c'est encore autre chose. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde donne son avis sur tout, et notamment sur Google. Notamment sur Google et notamment sur la restauration. Donc là, on a une pluie d'avis, on doit être à peut-être 15 000 ou 20 000 avis sur toutes les boulangeries. Et c'est quelque chose qui est super important parce que ça fait venir du monde et ça permet aussi, nous, d'avoir un retour direct parce que les gens ils vont jamais te dire droit dans les yeux c'est pas bon. Par contre ils vont aller l'écrire sur les réseaux sociaux. Alors des fois c'est juste, des fois c'est pas juste, mais c'est comme ça et il faut faire avec. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais du coup tu pourrais mettre ton croissant ou quoi 30% plus cher. En fait je pense sur le moyen long terme ça aurait quand même un impact parce que je pense qu'au bout d'un moment tu vois les gens de Rivoli ou quoi, même les touristes ils diraient trop cher, etc. Et du coup tu dropperais aussi sur Google potentiellement. Il y a des après voilà, on a des concurrents ou des pâtissiers stars, etc. qui vendent très très cher et avec des avis qui sont très mitigés parce qu'en fait, mais ils capitalisent à l'instant T sur une notoriété, sur la marque produit, aussi, sur leur marque. Mais moi personnellement, effectivement, je suis pas du tout convaincu que ce soit la bonne stratégie sur du long terme. Et quand je dis long terme, je dis 5 ou 10 ans. Donc nous, on fait ça parce qu'on considère que c'est correct, c'est-à-dire on est là pour faire un métier correctement, on n'est pas là pour vendre un croissant 3 €, ça n'a pas de sens. Et on est là aussi pour durer. Donc, moi, je veux être là dans 5 ans et dans 10 ans, et puis je veux être en France et je veux être ailleurs. Et ça, quelque part, c'est dans ta marque. Bien sûr. Marque, les gens, ils savent que, les gens qui nous connaissent, ils savent que, OK, je vais chez Bohémie. Alors, peut-être qu'un jour, peut-être qu'on va se rater, sera trop cuit, pas assez cuit, etc. Mais globalement, tu retrouves la même expérience. Si moi, les gens, ils viennent chez Bohémie et ils ressortent, ils disent, voilà, j'étais bien accueilli, la personne était souriante, j'ai bien mangé et j'ai eu pour mon argent. Pour moi, t'as gagné, pour moi, c'est bon. C'est pas plus que ça, mais pas moins. Et c'est quand même hyper complexe d'arriver à faire ça tous les jours sur 5, 6, 7 000 personnes. Complètement. Mais c'est ça le truc, c'est que vous avez des volumes super importants. Donc, l'erreur peut arriver plus régulièrement. Il y a des erreurs tous les jours parce qu'on a 200 personnes qui travaillent et c'est que de l'artisanat. Donc que ce soit en production ou en vente, on peut oublier un cookie dans un paquet, on peut oublier le sel sur une pétrissée. C'est des choses qui arrivent. Surtout les rushs. Moi, j'étais rentré dans une boutique, c'est vrai que du coup, ça s'arrête jamais. En fait, il y a du flux constamment, donc il faut être aux aguets tout le temps. C'est pas toujours simple. Pour revenir du coup sur votre marque, donc effectivement pour les gens encore une fois qui connaissent pas, vous avez quand même modernisé, je trouve, l'image de la boulangerie, en tout cas à Paris. Les lieux sont, comme tu as dit, sont différenciants. En fait, ce que je trouve qui est fort, c'est que tu n'as pas le sentiment d'être forcément dans une boulangerie.
Aujourd'hui, vous en avez 6, si je dis pas de bêtises, Oui. 7 prochainement. Et tu as parlé rapidement de l'Espagne. J'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que la première question qui me vient, c'est comment on gère de Paris une boutique en Espagne. Est-ce que déjà cette boutique est en propre? Oui. Alors du coup, ça revient à la première question. Comment on gère une boutique d'Espagne? Et pourquoi du coup l'Espagne? Parce que c'est marrant, je pourrais me dire, je ne sais pas si c'est les plus gros consommateurs justement des produits qu'on propose en boulangerie. Ouais. Non, mais en fait, l'Espagne, c'est, comme souvent c'est le cas dans une petite société, c'est une question d'opportunité. Ouais. En fait, j'ai un ami, le frère d'une très bonne amie qui m'a appelé, il me dit voilà, il travaillait chez Bridor. Ok. Donc, il voulait créer une boulangerie, mais plutôt artisanale, en Espagne, à Barcelone. Donc, il m'appelle pour avoir des conseils, puisque nous, on faisait ça déjà depuis 2-3 ans à Paris. Donc, on parle, moi, je lui donne des conseils, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit mutuellement, mais en fait, c'est idiot. Ouais. Autant prendre Bohémie et ouvrir Bohémie en Espagne avec notre expérience, nos produits, notre image de marque, plutôt que toi repartir à zéro et refaire un Bohémie local que tu vas réussir ou pas. Et donc c'est parti comme ça. Et donc on s'est associés. Nous on est resté majoritaire, donc c'est vraiment donc c'est vraiment propre. Et après c'est de la communication. Après l'Espagne c'est pratique parce que c'est quasiment la France dans le sens où on est à quelques kilomètres de la frontière, donc on peut faire livrer de la farine française. Pour y aller c'est 1 heure d'avion. Donc on gère à distance. Le démarrage a été pas complexe, mais c'est la première fois qu'on était en dehors de Paris, donc on a mis peut-être et 6 dans mois un autre pays en plus, donc du coup avec une culture quand même différente où par exemple les Espagnols ils mangent plus tard, tu vois, finalement c'est pas si différent parce que nous en fait dans nos boutiques on voit des gens, on voit déjà à Rivoli des Thaïlandais, des gens de Singapour, du Brésil. T'es à Barcelone. Et nous on est à Barcelone, on est au pied de la Sagrada Familia, donc finalement vous avez des gens qui vont voir la Sagrada Familia le mardi et qui vendredi seront à Rivoli au Louvre. Donc finalement. Et en fait, c'est marrant parce que même lui, dès le départ, il disait un peu ça. C'est-à-dire qu'il disait, bah non, les Espagnols, ils sont comme ci, ils sont comme ça. En fait, on s'aperçoit au bout d'un an ou deux que c'est à 95% la même chose. Ce qui marche chez nous, ça marche chez lui. Et ce qui marche pas chez nous ne marche pas chez lui. Donc finalement, c'est des besoins qui sont pas si propres aux populations locales que ça. Il y a plein de choses qui sont communes. Et de toute façon, vous l'avez ouvert en propre, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, au vu de l'histoire, je suis pas dans les détails de tout, mais ça ressemble limite déjà à un peu une ouverture en franchise parce que du coup, il hésitait à monter sa propre boulangerie et finalement, il a repris vos process, etc. Donc, ça a déjà une image un peu de, tu sais, de quelqu'un d'extérieur qui dit, bah vas-y, je suis chaud de reprendre ton concept, même si vous êtes majoritaire dessus. Après, effectivement, c'est, en termes de process, c'est très proche d'une franchise. Alors, c'est une franchise internalisée, c'est un concept un peu hybride, mais c'est ça. Et en tout cas, ça t'oblige, toi, à formaliser beaucoup plus tes process, ta marque, ce que tu veux mettre en avant. Donc même pour vous, ça vous a servi aussi. Nous, ça nous a aidé à nous structurer parce qu'il y a plein de choses qui étaient non dites et qui étaient dans ma tête ou dans la tête de Magali, mais qui n'étaient pas forcément mises par écrit. Et quand le gars, lui, il est en Espagne, en plus, il n'a jamais travaillé chez nous. Donc tu vois, il est top et tout, mais il n'a jamais travaillé chez nous. Donc c'était pour que cette culture-là infuse à Barcelone, il a fallu, je sais pas, 6 mois, 1 an. Et là maintenant, ça roule. Il gère ça comme s'il était au coin de la rue, tu vois. Mais c'est vrai que les 6 premiers mois, c'est des efforts pour arriver à ça. Ouais, carrément. Et du coup, quelle est donc maintenant votre vision, votre position par rapport du coup à la franchise, parce que c'est un peu l'Eldorado de tout le monde. J'ai l'impression de temps en temps de développer son concept en franchise parce que ça te permet d'ouvrir quand même beaucoup plus rapidement une fois que c'est bien processé. Comment vous voyez la suite? Parce que si je dis pas de bêtises, tout est en propre aujourd'hui, du coup, tous vos magasins. Du coup, toi, c'est quoi ta vision? Tu parlais de vouloir te développer en France aussi un peu à l'international. Comment tu vois un peu la suite pour vous? Nous, sur les magasins classiques Bohémie, on n'est pas du tout franchise. Alors, c'est vrai que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on voit en ce moment, parce que aujourd'hui, tout le monde veut faire ses franchises, tout le monde rentre dans une course au nombre de magasins. Nous, on n'est pas du tout dans ça. Pour moi, le gros point bloquant, c'est est-ce qu'en faisant une franchise, est-ce qu'on va perdre en qualité? Est-ce qu'on va perdre en image de marque? Est-ce qu'on aura le même état d'esprit, le même niveau de service? Et je pense que la réponse, notamment sur la boulangerie, qui est un métier assez complexe, je pense que la réponse elle risque d'être négative. Donc nous, on veut vraiment, notamment sur Paris, protéger le plus possible la marque Bohémie. Et on veut aussi avoir un développement qui soit... Alors, on va vite, mais qui soit quand même raisonné. Donc on n'est pas en train de se dire on va ouvrir 25 magasins l'année prochaine. Parce que faire ça, c'est quand même très compliqué. Et en plus, tu as le risque aussi de finalement développer un produit assez banal. C'est-à-dire que quand tout est copié-collé dans toutes les villes de France,
tu perds un petit peu ton identité. Ouais. Donc nous, c'est pas le but. On n'a pas vocation à faire une boîte à 1 milliard d'euros. Par contre, on s'interdit pas à la franchise sur des points très particuliers que nous, on pourrait pas opérer en direct. Ok. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, on va ouvrir un nouveau point de vente, un très gros point de vente en gare TGV d'Aix-en-Provence. Mhm. Là, on est en partenariat avec SSP, Mhm. qui est un opérateur de gare et d'aéroport. Et là, finalement, c'est quasiment une franchise. Ouais. Donc, on leur donne les clés, on les forme, mais on va sur un endroit où nous, tout ça, on ne pourrait pas aller en direct parce qu'on n'a pas la capacité à opérer en gare ou en aéroport. C'est un autre métier. Ouais. Et Et eux, donc là, c'est des spécialistes en SSP pour ceux qui savent pas. Du coup, ils opèrent que en gare et en aéroport. voilà, du donc coup. eux, par contre, ils font ça tous les jours. Ouais. Et donc là, ça a du sens parce que pour nous, ces endroits, gare aéroport, c'est des endroits qui sont hyper stratégiques parce que quand tu arrives demain de Singapour, tu arrives à Paris, tu Ouais. arrives à Roissy. Si tu arrives d'Allemagne en train, tu vas arriver, je sais pas, gare d'Austerlitz ou gare du Nord. Donc pour nous, c'est des points qui sont très importants. Donc là, la franchise, c'est un sujet qui est intéressant. Et le deuxième point pour la franchise, c'est l'international, puisqu'on ouvre pareil cet été au Moyen-Orient. Et là, on n'aurait pas, nous, la capacité, comme on a fait en Espagne, Ouais, carrément. à opérer à Dubaï ou à Jeddah, parce que c'est des autres cultures, c'est des lois qui sont différentes. Et puis demain, on ne pourrait pas ouvrir à Singapour, en Malaisie, à Dubaï. On n'a pas la capacité à gérer 10, 15 pays en parallèle. Donc Et là, là- pour nous, la franchise, ça a du sens. Et là, du coup, par exemple, quand tu vas au Moyen-Orient, t'es en aéroport ou en gare aussi, ou c'est genre dans les villes? Alors là, on démarre sur une ville, on démarre à Jeddah, en l'occurrence, en Ok. Arabie Saoudite. Par contre, une fois que tu es en présence locale, il n'y a plus de soucis pour rentrer à l'aéroport. Hmm. Donc là, par exemple, tu peux appeler par exemple SSP et leur dire si vous avez un deal à l'aéroport De de Jeddah. Riyad ou de Jeddah, pensez à nous parce que la production, elle est là. Le vrai enjeu de la boulangerie, c'est où est-ce que tu produis et est-ce que tu as la bonne qualité pour livrer le bon endroit. Oui, parce que là, Si comment tu vas demain- faire, oui, j'avoue, d'un point de vue opérationnel, par exemple, pour livrer le Moyen-Orient, par exemple? Enfin, le Moyen-Orient, on Vous fait faites- construire Ah, ok. un labo. Ok. Donc là, on est en train de. Enfin, qui est construit d'ailleurs, Ok. qui est un labo de 800 mètres carrés, donc c'est quand même Ok. un Ouais. gros investissement. Et tout va être produit maison, sur place, et avec la même qualité que Paris. Incroyable. Ok. Voilà. Et du coup, sauf si j'ai pas compris quelque chose, mais c'est pas une master franchise ou quoi, du coup, là-bas? C'est genre, c'est vous, encore une fois, qui En opérez fait, nous, on les conseille, et c'est Ok. eux qui sont franchisés. Ok. Mais en fait, pour moi, un franchisé de ce type-là, c'est la même chose que nous. Ouais, Moi, ok. c'est comme ça que je le vois. S'ils ont besoin de gens de chez moi demain, je leur envoie. Je vais pas leur dire, non, il faut acheter 3 jours de conseil. Parce que s'ils échouent, on échoue, et s'ils réussissent, on réussit. Puisque l'idée, c'est si demain ça marche à Jeddah, on ouvrira à Dubaï, on ouvrira Hmm. à Singapour, en Malaisie. Donc pour moi, c'est vraiment une équipe étendue. Et c'est sur des territoires, en plus, de toute façon, on ne pourrait pas opérer en propre. Donc la question se pose, Ouais. même pas. D'accord, mais c'est comme une master franchise du coup Ouais. où tu as quelqu'un qui Ouais. s'en occupe là-bas. Et tu parlais d'opportunités pour l'Espagne ou autre, par exemple. Là, par exemple, Jeddah, par exemple, c'est une opportunité aussi qui s'est présentée ou c'était une volonté, vous, d'aller là-bas? Non, en justement fait, c'est des gens qui nous contactent. Alors, on est contacté, notamment depuis l'ouverture de Bohémie Rivoli, on a quelques contacts. Je ne vais pas dire qu'on est Ah oui, parce on que est tu as une clientèle très internationale qui vient très, chez toi. très international. Ok. Donc, voilà, des gens en fait, qui disent voilà, en fait, les gens, ils passent, ils sont en haut de Rivoli, ils voient 20 mètres de queue devant une boulangerie, ils regardent, ils s'interrogent, ils goûtent, ils voient que c'est bien, ils rentrent, c'est plein. Ils rentrent chez eux, ils disent Ouais, tiens, moi je suis ok. à Shanghai, peut-être que si je dois faire venir un concept de France, peut-être que Bohémie, c'est un concept parmi d'autres. Ouais, ouais, parce carrément. que, Ok. ils regardent toutes les marques, mais ça les interroge. Et donc, c'est ce qui s'est passé, en fait. Et donc, nous, on nous contacte, on creuse. Et si on trouve que les partenaires locaux sont motivés, sont intéressants et surtout sont en phase avec ce qu'on veut faire, go, on y va. D'accord, ok, putain, c'est marrant. Ok. Et sans rentrer trop dans les détails, mais du coup, tu as plein d'autres pays comme ça où c'est le cas, où on t'a déjà contacté pour d'autres opportunités partout dans Là, le on monde? travaille sur l'Asie du Sud-Est. On a un deal qui est bien avancé sur Singapour, Malaisie notamment. Ok. Donc là, on est en train de discuter et d'avancer, mais je pense que ça devrait se faire. Après, c'est pareil, on pourrait pas gérer 15 pays là. Ouais, demain en bien sûr, parallèle. ouais, carrément. Mais voilà, un pays tous les 6 mois ou tous les ans, c'est bien. Enfin là, nous, on a peut-être en ce moment, on a 10-12 projets en cours, en France, en franchise, en travel retail, à l'étranger. Ça fait déjà des bonnes journées. Et je me rends peut-être pas compte d'un truc par rapport à tout ça, c'est tu parlais d'internationalisation dès le début, etc. Mais c'est des cultures très différentes où, tu vois, là, le produit que tu proposes, c'est quand même très culture française, tu vois, le pain, la viennoiserie, la pâtisserie. Est-ce que tu n'as pas peur aussi, du coup, dans l'internationalisation, juste du coup, tu vois, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, mais même l'Espagne, pour moi, c'est de
que du coup, ça soit pas des produits qui soient adaptés, entre guillemets, à la culture du pays? Je crois pas, parce que en fait, on a la chance d'avoir des produits comme le croissant, le pain au chocolat, qui sont vraiment internationaux. Aujourd'hui, Ouais, tu je en me rends retrouves pas compte. partout. Ouais. Moi, j'étais à Hong Kong il y a un mois. Le seul magasin où il y avait 5 mètres de queue devant dans tout Hong Kong, c'était une boulangerie. Alors, c'était pas un Français. Si, c'était un Français, je crois, Ok. qui a ouvert ça là-bas, qui en a 4 ou 5, qui fait des bons produits, jolis. Il y avait 5 mètres de queue et ils vendaient des flancs, des pains au chocolat. Mm. Après, il adapte. Bien sûr. Tu peux adapter localement, mais on a la chance d'avoir une offre boulangère Ouais. que les gens connaissent. Donc, si tu dis un croissant, un pain au chocolat, quasiment partout dans le monde, les gens connaissent et recherchent. Donc, je pense qu'on a vraiment... Il n'y a pas besoin d'aller réinventer la viennoiserie Ouais, carrément. locale. Non, bien sûr. Surtout qu'ils ont des offres locales. Donc, Mm. ce qu'ils vont venir chercher, justement, c'est la spécificité française. Trop bien. Et donc, du coup, là, on est très sur l'international. Et tu parlais aussi d'ouvrir en France. Est-ce que tu as une. Donc là, vous êtes beaucoup à Paris. Est-ce que toi, dans ta vision, c'est plutôt de te dire on continue de mapper Paris? Ou est-ce que tu as envie aussi d'aller risquer, entre guillemets, une ouverture en province? Parce que du coup, entre guillemets, demain, je dis n'importe quoi, mais tu ouvres autre part que Paris. Forcément, il faudra un peu repartir de zéro parce que la marque sera beaucoup moins connue. Donc, ça peut représenter une part de risque pour vous aussi. Tu repars de zéro pour la vente, mais ça, à la limite, pourquoi pas, ça peut se reconstruire, mais c'est surtout la production. Donc ça veut dire que si demain, on veut ouvrir à Bordeaux, et si on veut le faire bien, il faut ouvrir un laboratoire à Bordeaux pour pouvoir produire, il faut trouver des gens à Bordeaux. Et ça, c'est compliqué. Et encore une fois, on n'aura pas forcément la taille critique pour arriver à faire ça. Là, on vient juste de mettre en place un nouveau laboratoire à Clichy de 2000 m², Ok. qui est en prod depuis 15 jours. Ok. Donc là, qui est censé pouvoir alimenter pas mal de boutiques sur Paris, Ok. enfin Paris et la région parisienne. Ouais. Donc je pense qu'on va d'abord essayer de mapper vraiment Paris complètement. Et en plus, Paris, pour nous, c'est très important parce que Paris, c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Ouais. Donc si tu es très présent à Paris, ça va t'aider à développer à l'international. Si tu es tu vois super déjà, présent à... Bah oui, du coup. non, En fait, c'est le cas. ça qui est fou. Alors Ouais. que si tu es le meilleur boulanger de Bordeaux, pâtissier de Bordeaux, même si tu es le Cédric Grolet local, tu n'auras pas forcément la même image parce qu'il y a moins de gens qui vont aller se promener à Bordeaux et tu auras moins d'opportunités. Donc nous, l'idée, là, c'est vraiment de construire la marque numéro 1 en boulangerie artisanale sur Paris. Ok. Et pour ça, il nous faut encore probablement quelques magasins, pas 50, mais 3, 4, 5 super beaux magasins. Ok. Et une fois qu'on a ça, c'est commencer à développer dans d'autres pays à l'international. Mais du coup, toujours par contre dans une volonté de rester dans les. Par rapport à ce que tu dis aussi, du coup, dans les arrondissements, en tout cas assez touristiques finalement, parce que vous avez une clientèle du coup qui est entre le mi-touriste et mi-parisienne. Du coup, vous avez un peu les deux. Nous, on a on a des Parisiens qui travaillent, des Parisiens qui habitent et des touristes. Et en fait, on l'a bien vu parce que suivant les confinements, etc., quand il n'y avait plus de touristes, il y avait quand même des gens qui habitaient. Télétravail, il n'y a plus de travailleurs, mais il y a encore des gens qui habitent. Donc, ça permet de voir un petit peu le poids de chacun. Donc, nous, on a vraiment une clientèle mixte et c'est ça qu'on aime bien. Parce que la partie internationale, c'est bien parce que ça donne une visibilité. Si tu es au fin fond d'une petite rue à Paris, même si ta boulangerie cartonne, tu ne seras pas très visible. Mais après, on ne s'interdit pas d'aller dans d'autres endroits de Paris. Et en plus, nous, quand on prend une boulangerie, il faut aussi que le local lui-même soit valorisant pour la marque. D'accord. Donc, Ok. c'est pas que le chiffre d'affaires. Parce qu'on pourrait aller place du marché à Courbevoie entre le fleuriste et le fromager et avoir des chiffres qui soient grandioses. Ouais. Il y a plein de boulangers indépendants qui cartonnent avec des bons emplacements comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'emplacement, il amène aussi quelque chose à la marque. Qui disent, OK, Bohémie, tiens, c'est une boulangerie qui fait 15 mètres face au Louvre. OK, elle a une ambition qui est différente de la petite boulangerie du coin de la rue qui peut être très bonne, mais c'est un autre concept. Et donc, nous, on veut que nos points de vente, et c'est pour ça aussi qu'on parlait du travel retail tout à l'heure, au-delà du chiffre d'affaires, tu arrives à Roissy, Terminal 2, et carrément. premier magasin que tu vois, c'est un Bohémie, puis à côté, il y a un Louis Vuitton. C'est bien. Parce que ça dit, dans ton positionnement, tu te mets. ça dit quelque chose. Tu dis, Ouais. OK, Paris, c'est Airbus, c'est Bohémie, c'est Champs-Élysées, c'est Tour Eiffel. Voilà. Et si nous, on arrive à se caser un petit peu, alors à notre échelle, entre ça, c'est bien. Ça construit la marque. Mais ce qui est marrant, c'est. Enfin, pas marrant, mais c'est que je trouve que. En tout cas, mon ressenti d'extérieur, c'est que vous faites partie des rares marques quand même qui a une volonté très vite de vouloir internationaliser. Du coup, en fait, j'ai l'impression que tout ce que vous mettez en place, en fait, c'est vraiment dans la seule et même optique, finalement, de faire en sorte que la marque devienne internationale le plus rapidement possible, quoi. Parce que tu vois, quand tu parles avec des chaînes de resto ou quoi, tu as déjà cette volonté d'aller en France et l'international arrive souvent après. Vous, j'ai l'impression que vous avez fait plutôt le pari inverse et sûrement ton expérience précédente qui t'a permis de te dire il faut vraiment qu'on aille à l'international. Mais vraiment, tout ce que tu me dis, c'est vraiment
tout mettre en œuvre pour avoir une vision très internationale, quoi. En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'ai envie, je le dis souvent, c'est un exemple, mais je préfère avoir 3 boulangeries à Melbourne que 40 à Marseille. Alors, j'adore Marseille, mais j'aime Toulouse, donc j'ai rien contre la province. Mais voilà, aller à Marseille, à Lyon, à Toulouse, bon, je connais, j'y vais pour me balader, mais avoir du business là-bas, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, quand tu vas, là j'étais à Singapour il n'y a pas longtemps, j'étais jamais allé déjà. Donc, tu découvres des gens, tu découvres une culture, un marché, des concurrents. Carrément. Donc déjà, ça nous plaît plus. Enfin, moi, ça me motive plus. C'est ce qui t'anime, quoi. Voilà, ce qui m'anime. Donc, on n'est pas dans une logique, encore une fois, de dire on veut avoir 350 magasins et être le numéro 1 français ou parisien. Moi, ce que je veux, c'est m'amuser. Alors, c'est du travail, mais c'est prendre du plaisir et vivre une aventure. Donc, pour moi, ouvrir 100 boulangeries dans le monde, c'est une plus grande aventure que d'ouvrir 100 boulangeries en France. Et le deuxième point, qui est un point plus terre-à-terre business, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de grandes marques de boulangeries, type Marie Blachère, Ange, Louise, Feuillette, qui vont en fait quadriller le territoire, qui s'installent dans toutes les grandes villes. C'est la guerre des boulangeries de rond-point, etc. Et nous, ça ne m'intéresse pas spécialement de faire ça. 2, ils le font très bien. 3, on arrive probablement trop tard sur le sujet, puisque c'est des boîtes qui ont 15-20 ans. Donc, tu vois, stratégiquement parlant, est-ce qu'on va dans une guerre où on arrive avec 10 ans de retard, ou est-ce qu'on fait notre propre marque? Alors, c'est plus compliqué, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'ouvrir une boulangerie à Jeddah que d'en ouvrir 4 à Paris. Mais c'est l'ambition qu'on s'est fixée, et c'est aussi pour ça que le projet, pour moi, est intéressant. Ah ouais, carrément. Mais du coup, justement, c'est ça que je trouve trop bien, parce que du coup, c'est assez rare, je trouve, cette envie dès le départ d'aller à l'international. Donc, et là où je te rejoins aussi, c'est que dans tous les cas, en plus, je trouve que ça serait moins dans votre positionnement, finalement, tu vois, de faire ce que tu disais des Marie Blachère ou Ange. C'est de la bonne boulangerie, mais c'est moins ce que vous essayez de... Non, mais on pourrait... parce qu'en fait, Marie Blachère, etc., ils font beaucoup les périphéries. Donc, on pourrait essayer d'aller dans les hypercentres des villes, mais est-ce qu'il y aurait la taille pour avoir un laboratoire et 3-4 boulangeries? Et puis, je pense qu'à terme, ces marques-là, de toute façon, vont commencer à rentrer dans les centres-villes. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le super bon move en termes de business. Et puis, en plus, moi, c'est que ça ne m'intéresse pas, en fait, tout simplement. Voilà. Pour rentrer un peu plus sur le côté entrepreneurial, ça fait quand même, du coup, toi, 7 ans que tu es dans la restauration. Tu as une autre boîte avant, donc c'est quelque chose que tu maîtrises. La restauration, elle a été depuis des années, mais là, surtout ces dernières années, quand même impactée de plein de choses extérieures, etc., qui impactent le business. C'est quoi un peu, toi, ta vision et aussi tes conseils, entre guillemets, que tu donnerais soit aux entrepreneurs, soit aux gens qui se développent dans la restauration pour justement aujourd'hui perdurer sur ce marché-là qui est difficile? C'est quoi, toi, un peu ta vision là-dessus? Des conseils, c'est... En toute humilité, évidemment. Parce que, le premier conseil, c'est pas trop écouter les conseils. Non, je crois que c'est... Mais ça en est un bon, ça veut dire déjà de s'écouter, du coup, d'aller au... Nous, par exemple, quand on a ouvert le Rue Bigot, je me souviens, on avait un expert fournisseur qui nous a dit, ici, vous ferez 400K, donc 400 000 euros. Nous, on trouvait quand même le spot assez sympa. Aujourd'hui, il fait 3 millions d'euros. Donc, tu vois, donc on l'aurait écouté, on l'aurait pas fait. À Rivoli, on nous a prédit une catastrophe annoncée, que ça n'allait pas marcher. Bon, nous, on était persuadés que ça allait fonctionner. Donc déjà, peut-être premier conseil, effectivement, croire un petit peu en soi. Alors, ça ne veut pas dire être aveugle et ne rien écouter, mais avoir des convictions et essayer de les suivre. Non, après, je pense que c'est des métiers où il faut être hyper pragmatique. C'est pas un métier de rêveur. Et paradoxalement, c'est un métier qui fait rêver. Donc c'est là où c'est un petit peu peut-être le danger, c'est qu'on a des gens qui peut-être qui ont plein de rêves dans la tête et qui viennent se confronter à une réalité qui peut être en fait très dure. Que ce soit en boulangerie, alors en restauration, je connais un peu moins, mais je pense que c'est le même principe. Oui, bien sûr. Tout le monde se dit moi j'ai la super recette de tarte tatin, je vais ouvrir tartetatin.com qui fait que tarte tatin. Mais ça, c'est un truc de rêveur. Mais tu vas arriver, tu vas dire, OK, qui le mardi matin, en novembre, pluvieux, va acheter une tarte tatin à 10h le matin? Personne. Donc forcément, tu vas ouvrir, tu vas fermer. Donc c'est vraiment d'être hyper pragmatique. T'es pas là pour te faire plaisir, t'es là pour faire plaisir à tes clients. Alors souvent, c'est la même chose. Si toi t'aimes, il y a des fortes chances que tes clients, ils aiment aussi. Mais d'abord, penser aux clients, être pragmatique, pas dépenser de l'argent pour rien. Nous, on est hyper économe. Même aujourd'hui, on fait attention à tout. Voilà, mais après, c'est un sujet important parce que comme on est quand même sur un métier de centimètres, entre guillemets, et les marges, tu fais pas...
chaque produit, tu vois, quand tu vends un taux croissant d'euros, même si tu marges fort en pourcentage, à la fin, en fait, tu as gagné potentiellement, je dis n'importe quoi, que 1 euro ou 1,50 € sur le produit. Donc, est-ce que toi aussi, très rapidement, tu avais fait, tu vois, ton business plan en te disant, attention, tu avais déjà pris en compte ce truc-là de métier de centimier, justement, dans la restauration? Alors moi, nous, le business plan, on en a quasiment jamais fait. Ok. Voilà, donc c'est pas, je suis pas un bon... Enfin, on n'a jamais fait parce qu'en fait, un business plan, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Donc, moi, tu me donnes une fiche Excel, je peux te faire gagner 10 millions ou je peux t'en faire perdre 3,5 millions. Okay. Parce que ça va dépendre de tellement de paramètres, nombre de clients, panier moyen, etc. Et même nous, au 5e magasin, on ne peut pas dire comment ça va ouvrir. Donc, le business plan, c'est toujours un peu dangereux. Moi, je crois beaucoup au bon sens. C'est de dire, OK, ça plaît. Est-ce que ça va plaire aux gens du matin au soir? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Donc, tu fais une analyse de coût, mais ça, c'est très simple. Hein. Comme un kilo de farine dans tes cookies, tu sors combien de cookies avec 1 kilo de farine? Enfin, des choses très, très simples. Mais c'est pour ça, moi, je crois plus au bon sens qu'au business plan. Les gens qui font des business plans de 6 mois avant de se lancer, je pense qu'ils perdent du temps parce qu'en fait, le business plan, il ne sert à rien puisqu'il sera faux. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des bonnes idées de départ. C'est ça. Et ensuite, surtout, ça va se réadapter très vite. C'est-à-dire que si tu t'es planté, OK, tu t'es planté, tu disais que tu allais vendre 500 sandwichs par jour, tu en vends 100. OK, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le boostes? Mais ça, c'est pas du Excel, ça, c'est du business. C'est marrant parce que Bao, quand j'avais fait un podcast, Bidi, donc le fondateur de Bao Family, lui, il me disait, je lui avais demandé un peu ça, lui, comment il voyait aussi, un peu la même question, quoi, en gros. Et il me disait, en fait, le plus important, c'est d'abord qu'il y ait la queue devant ton établissement. Et une fois qu'il y a la queue, après, tu pourras te poser des questions de combien te rapporte X, quel coût tu dois faire, etc. Est-ce que tu es assez raccord avec ça, de plutôt déjà se dire, faisons en sorte que les gens viennent chez nous et naturellement, en fait, on mettra en ordre, en fait, après toute la partie finance, entre guillemets. Ouais, moi, je suis d'accord parce qu'en fait, la base d'une entreprise, c'est proposer un produit qui plaît à tes clients. Donc, effectivement, le plus important, c'est est-ce que tu as développé un produit qui plaît à tes clients. Ça, c'est le point de base. Et derrière, est-ce qu'avec ça, je peux gagner de l'argent et me développer mais effectivement, c'est le deuxième point. Mais si tu commences par le schéma inverse, de dire, OK, je vais tout contrôler, ceci, cela, et là, je crée un produit version Excel, mais qu'il n'y a personne qui vient l'acheter, de toute façon, il y a tes frais fixes qui vont t'exploser tes frais variables. Donc, ça va pas fonctionner. Donc, oui, moi, je pense qu'il faut d'abord penser, de toute façon, il faut tout le temps penser au client. Le client, c'est le plus important. Parce que des fois, on dit c'est quoi le plus important? C'est les équipiers, c'est le businessman, c'est l'emplacement. Non, le plus important, c'est le client. Encore une fois, il vient, tu as été sympa, il a bien mangé, il a eu pour son argent. Voilà, tu as fait ton deal, il reviendra et il en parlera à ses copains et ça va fonctionner. Mais c'est vraiment... Donc l'expérience globale, en fait, voilà, c'est à partir du moment où tu rentres dans la queue et où tu sors, il faut que... Moi, le seul truc qui m'empêche de dormir, c'est les avis Google. C'est un peu idiot parce que tu vois, on peut avoir. Puis en plus, je ne lis forcément que les mauvais avis. Parce que je vais avoir 25 avis 5 étoiles que je ne vais même pas lire. Et l'avis d'une étoile. C'est normal, je comprends. Voilà. Mais bon, c'est normal. Parce que on est là pour travailler sur les points qui posent problème. Voilà, ça me stresse parce que je me dis que si demain, on en avait 1, 2, 3, 4, là, c'est vraiment le début de la fin. Perdre de l'argent sur un cookie à la pistache ou sur du chocolat parce que le cours du chocolat a monté, OK, tu vas t'adapter, tu vas faire une autre recette, tu vas aller sur un autre produit. Ça s'adapte. Par contre, si tu commences à faire des clients, à traiter des clients mal et que les clients commencent à dire que ton produit, il est trop cher, il est pas bon ou j'étais mal servi, là pour le coup, c'est le début de la fin. Et toutes les boîtes qui ont capoté dans la restauration, je pense qu'elles sont passées par ce schéma-là. Donc moi, c'est vraiment ce que je veux, c'est que les clients ils soient contents. Si je gagne pas d'argent sur mon cookie, c'est pas grave, mais je veux que mes clients ils soient contents. Et ça, c'est des discussions qu'on a avec nos équipes de prod, mais tous les jours, c'est de dire, OK, est-ce qu'on met ce chocolat ou ce chocolat-là? D'abord, on teste, c'est quoi qui est bon, ça nous plaît. Est-ce qu'on peut le vendre ou pas? Mais c'est dans ce sens-là, en fait. C'est le produit qui drive le contrôle de gestion. C'est pas le contrôle de gestion qui va driver le produit. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que toi, tu préfères, du coup, au début, te dire vraiment, on investit, entre guillemets, et on s'en fiche, entre guillemets. On s'en fiche, toute proportion gardée, je pense, mais de combien ça coûte ou quoi. C'est plutôt, effectivement, quel est le retour, en fait, sur le marché, en gros. Et une fois qu'on a les retours, là, en fait, on ajustera peut-être les quantités ou les choses comme ça. Oui, mais c'est ça, oui. Après, au pire, tu peux aussi dire, ce produit-là, il est super, mais je le fais pas. Parce que y a pas de rentabilité. Il n'y a pas de rentabilité. Nous, ça nous est arrivé une fois sur 500 produits. Donc, parce qu'après, la vraie variable d'ajustement, c'est ton prix. Tu dis, voilà, j'ai fait un cookie pistache. OK, la pistache, ça vaut cher. Mais franchement, c'est le meilleur cookie que j'ai mangé de ma vie. Au lieu de le vendre 2,80, tu vas le vendre 3,20. Et ton problème, il sera réglé. Après, est-ce que les clients sont prêts à payer 3,20? Mais la réalité, c'est que dans ces gammes de prix-là, on parle de 2-3 euros. Les gens, ils sont prêts à payer si, encore une fois, ils en ont pour leur argent. Donc, nous, quand on fait de la R&D et qu'on fait des tests, on ne regarde jamais les coûts des produits. C'est vraiment, une fois que le produit est finalisé, qu'on regarde ce que ça donne pour ajuster en gros le prix de vente.
Mais par contre, moi, je dis pas à mes pâtissiers, fais-moi un cookie pour 33 centimes. D'accord, Ça ok. n'existe pas. Ok. Alors que chez des industriels, mais parce que c'est une autre Oui, échelle, bien sûr. bah, c'est l'inverse. C'est de dire, OK, ou si on fait une voiture, tu fais une voiture chez Peugeot, chaque pièce, c'est au centime près. Mais c'est une autre échelle, une autre industrie. Et ça, tu l'as appris de ton ancienne expérience ou c'est de toi-même, en fait, c'était déjà en toi, en fait, ancré ce truc-là? Non, ça, pour le coup, c'est un peu ancré. C'est-à-dire, Tu t'es toujours dit... ouais, je crois que c'est le principe du business. C'est d'abord, il faut qu'un client il soit content. Et après, le reste, c'est la tuyauterie et c'est à toi de faire en sorte que. Ok. Mais le client, lui, ce qu'il veut, c'est un bon produit et un bon service. Non, et c'est grave cool que tu dis ça. Donc, du coup, de tout mettre au cœur de l'expérience client. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qu'on entend de plus en plus. Mais en tout cas, c'est important de leur dire. Et moi, j'aime bien surtout le côté de dire, en fait, d'abord, fais en sorte qu'ils soient contents. Et après, en fait, tu verras combien ça te coûte et si tu dois faire une variable d'ajustement. Est-ce que, du coup, tu as processé aussi, toi, en interne, parce qu'on parle du produit, mais l'expérience client se joue aussi la boutique, la vitrine, l'intérieur, le design, mais aussi et surtout les opérationnels, les équipes. Est-ce que toi, tu as créé justement tout un process là-dessus? Comment tu organises justement toute cette partie-là? Tout un process, non. Peut-être pas un process, mais en tout cas... Non, parce que c'est compliqué justement de processer ce genre de choses. Par contre, ce qui est très important, c'est les équipes. Donc les équipes de vente, c'est même plus important que le produit en fait. Parce qu'un client, il te pardonnera un pain trop cuit ou un sandwich mal garni. Par contre, une absence de sourire, il te pardonnera pas. Et quand tu vois les commentaires Google de chez nous, mais chez tous les autres, de chez tout le monde, les gens, 90% des cas, le problème, c'est l'accueil. C'est pas le produit. Parce qu'un produit raté, ça arrive et les gens en ont conscience. Par contre, une absence de sourire, une impolitesse, ça c'est pas pardonnable. Et les clients sont très très à cheval sur ça. Donc après, nous, ça reste des êtres humains. Bien sûr, ça peut arriver. Donc c'est de la formation, c'est du conseil, c'est du recrutement aussi. C'est savoir quelle personne tu recrutes et quelle personne va représenter ta marque au final. Et puis après, c'est aussi de la gestion de ressources humaines, c'est-à-dire bien payer les gens, donner des primes, des avantages. Donc nous, on travaille beaucoup sur ça. Pour qu'ils soient impliqués dans le... Pour que les gens ils viennent, s'ils font une demi-heure de plus pour que le magasin soit bien propre le soir, est-ce que cette demi-heure elle va être payée? Oui, chez nous. Nous, on a des pointeuses, donc tout est payé, ce qui n'est pas toujours le cas en restauration. Donc on essaie vraiment de mettre les gens dans les meilleures conditions possibles. On rembourse le pass Navigo à 100%, on fournit des passes d'accès gratuits à des clubs de sport. Enfin, on essaie de faire plein de choses pour que les gens ils aient envie d'être chez nous, de rester chez nous et d'être bien et donc d'être souriant au final. Trop intéressant parce que du coup, je trouve que ça fait partie de la modernisation. C'est-à-dire qu'au-delà du produit, quand tu disais au tout début, on a voulu moderniser la boulangerie, même dans le management et l'entrepreneuriat, dans la restauration, ça a été modernisé parce que on sait tous les retours qu'il y a eu depuis plusieurs années dans la restauration sur les staffs, le salaire, etc. Donc j'ai l'impression que vous avez aussi, entre guillemets, modernisé cette partie. Et justement, ça revient à mon autre question, c'est qu'on est quand même dans un métier où il y a beaucoup de turnover. Toi, du coup, l'expérience client, elle est méga importante. Comment tu gères ce truc-là? Parce que j'imagine que vous avez régulièrement du nouveau staff aussi et que c'est en roulement. Donc ça doit être encore plus difficile de maintenir justement cette exigence de qualité de service. Oui, parce qu'en fait, en plus, nous, on est sur des métiers, la vente en boulangerie, où par nature, c'est pas des gens qui vont se projeter sur 15 ans. Il y en a qui vont faire carrière chez nous parce qu'ensuite, ils vont commencer à faire de l'encadrement. Mais on a plein de gens qui viennent travailler 3 mois parce que c'est entre 2 années d'études ou avant de partir à l'étranger, etc. Donc, par nature, on a des gens qui vont rester entre 6 mois et 1 an et demi, peut-être en moyenne. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse rotation. Donc, ça veut dire de la formation, de l'encadrement et répéter en permanence. Donc ça, tu mets un point d'ordre. À chaque fois, chaque nouveau, en gros, tu rentres dans après, là, on est en train de se structurer parce que nous, on est passé de 5 personnes à 200 en 4 ans, 5 ans. Donc, ça, typiquement, ça, c'est des process qu'il faut mettre en place. Et puis, c'est 200 fois des choses à répéter. Enfin, même pas 200 fois parce qu'on est 200, mais en fait, on a peut-être 600 personnes qui sont passées chez nous puisqu'il y a un turnover. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça, c'est en train d'être mis en place et on y travaille. Mais c'est effectivement super important. Et même que les gens qui arrivent demain chez Bohémie, qui maintenant est une maison, on va dire, de taille intermédiaire, se sentent pas perdus. Moi, j'ai des gens, je rentre dans le magasin, ils me connaissent pas parce qu'ils sont arrivés la semaine dernière. Moi, j'étais en déplacement, on s'est pas rencontrés. Et puis, tu fais le client mystère, du coup. Moi, ça m'est arrivé de passer derrière le comptoir et les gens m'ont dit, non, il faut pas aller derrière le comptoir. Et je leur dis, non, mais pas de souci. Mais c'est normal parce qu'en fait, on a 5 ou 6 magasins. Si moi, je suis pas là 3-4 jours, que la personne vient d'arriver ou qu'elle ait travaillé le matin et moi l'après-midi. Et donc, ça arrive. Et ça, c'est des choses qui devraient pas arriver. Donc, ça veut dire qu'il faut bien expliquer qui on est, ce qu'on fait. Nous, par exemple, on explique aux vendeurs de dire, voilà, s'il y a le moins de soucis, tu règles le problème. C'est-à-dire que si un pain au chocolat il est un peu petit, t'en offres un deuxième.
Si la personne n'est pas contente de son sandwich parce que, je sais pas, il était un peu sec, bah, tu lui changes ou tu lui offres un dessert en plus. Tu as le droit de faire ça. Enfin, on n'est pas toujours client first, quoi. Toujours client. Ouais. Voilà. Et surtout que nous, on vend pas des produits, on vend pas des iPhones. Donc on va pas te donner un iPhone gratuit parce que ton iPhone il est pas bien. Et ça coûte rien de faire une petite madeleine, un petit cookie. Et même au-delà de ce qu'on offre, ça va être l'attention. Si les gens veulent, je sais pas, ils veulent 2 sacs parce que voilà, c'est lourd, bah tu lui donnes 2 sacs. Alors qu'il y a des boulangeries à Paris qui vous vendent les sacs. Voilà, nous c'est des choses qu'on fera jamais parce que on préfère remonter tous les prix de 5 centimes et offrir les sacs ou même 2 sacs. Donc au final, c'est la même chose. Je trouve que d'aller vendre un sac, tu renvoies peut-être pas la bonne image. C'est-à-dire que tout est marchand. Enfin, à un moment donné, c'est une boutique, mais tu fais du commerce, quoi, quand même. Voilà, c'est du commerce. Et puis une boulangerie, c'est aussi un endroit. T'es pas chez Starbucks ou chez McDonald's. C'est des gens derrière. Nous, on n'a même pas de tenue. Enfin, on a un code vestimentaire qui est d'être plus ou moins en noir, mais on s'est un peu refusé à mettre des tenues pour tout le monde parce que on n'est pas une chaîne. Donc l'idée, c'est tu viens. Oui, tu veux le côté artisanal aussi, du coup. Ouais, le côté artisanal, le côté personnel. Bien sûr. On a des gens, ils rentrent, ils connaissent l'histoire des vendeurs parce qu'ils se connaissent depuis 1, 2, 3 ans. Et ça, on veut le conserver. Et du coup, toi, donc là, 6 boutiques, couverture internationale, 200 personnes. Dans ton quotidien actuel, comment t'es focus sur quoi? C'est-à-dire que t'es sur le développement. Est-ce que tu veux et tu tiens, par exemple, à faire encore un peu des services? Est-ce que tu veux être encore assez proche de l'opérationnel pour être sûr de toujours... Je trouve que c'est un point important, moi, de temps en temps, de bien comprendre quand même encore ce qui se passe, avoir un pied dans l'opérationnel. Comment ça se passe, toi, aujourd'hui, ton quotidien, du coup? Déjà, quand tu connais un développement comme ça très fort, en fait, ton job il change tout le temps. C'est-à-dire que ce que tu faisais il y a 3 ans n'a rien à voir avec ce que tu faisais il y a 1 an, ce qui n'a rien à voir avec ce que je vais faire moi dans 1 an probablement. Donc j'essaye d'être un petit peu partout. Hybride. Forcément, et puis d'être là où ça craque un petit peu. C'est-à-dire que si ça roule super bien sur 3 magasins, bah, j'y vais un peu moins. Si le 4e c'est compliqué, j'y vais. Donc oui, on essaie d'avoir un œil sur la production, sur la vente. Là, tu vois, à Aix-en-Provence, on va ouvrir dans 4 jours, enfin dans une semaine. Je vais y aller quelques jours pour faire l'ouverture, prendre des clients, voir un peu l'ambiance, comment ça se passe. Après, le danger, quand tu te développes vite, c'est de ne pas te perdre dans de l'opérationnel au quotidien. Parce qu'en fait, moi, tous les jours, je pourrais passer 20 heures par jour à travailler sur plein de petits détails. Et il faut arriver à prendre du recul pour pouvoir se dire, OK, tout n'est pas parfait, mais je prends quand même du recul pour pouvoir réfléchir au coup d'après. Parce que c'est là où ma valeur ajoutée aujourd'hui est, moins que dans dire faites gaffe les gars, il y a une tasse qui est sale ou il faut passer un petit coup sur les toilettes. Ce qui serait super important, mais je ne peux pas être partout. Donc il faut accepter des fois de faire un pas de côté. Et puis tu mets des gens à ces postes-là et puis voilà. Tu responsabilises. Là, depuis 1 an, on a des gens qui nous rejoignent, qui sont vraiment des vrais relais sur le terrain. Et c'est vrai que c'est un super confort. Là, nous, on a ouvert un labo de 2000 m², qui est un projet hyper complexe, lourd, parce que c'est un projet à plus de 4 millions d'euros, mais j'ai quasiment rien fait. Tu vois, et alors c'est presque choquant, parce que tu es tellement éduqué, moi, dans le truc où il faut tout faire, que quand tu n'as plus rien à faire, c'est presque bizarre, parce que tu te dis, j'ai plus rien à faire, donc je sers à rien, potentiellement, tu peux faire ça, mais bon, ça, tu es assez content, parce que finalement, tu es moins stressé. 2, est-ce que c'est bien fait si je ne fais rien? Puis en fait, tu t'aperçois que si tu choisis les bonnes personnes, ça se passe très bien. Et t'as pas à mettre ton nez partout. Et en plus, t'as même des gens qui sont meilleurs que toi. Ça, c'est... Voilà, là, et c'est le but d'ailleurs des fois d'embaucher des gens qui sont meilleurs que toi. Ou qui ont déjà fait, justement, tu vois, le développement à l'international. Demain, tu pourras embaucher quelqu'un qui l'a déjà fait et sûrement qu'il serait peut-être meilleur sur plein d'aspects parce qu'il a déjà fait le développement d'une chaîne à l'international. Nous, à notre niveau, les gens avec qui on travaille sont tous meilleurs que nous dans leur domaine. Mon chef pâtissier, je vais pas lui expliquer comment faire un cheesecake. Mon chef d'exploitation, comment mettre en place un pack hygiène. Par contre, nous, notre rôle, c'est de superviser tous ces gens-là et s'assurer que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de conflit les uns par rapport aux autres et puis trancher quelques points de temps en temps. Mais l'idée, et c'est ce qu'on commence à arriver à faire, c'est d'avoir des gens autour de nous qui sont meilleurs que nous, et bien meilleurs que nous même, domaine par domaine. Trop bien. Le podcast, il va bientôt se terminer, mais j'avais une question que je voulais te poser. Je ne sais pas si tu vas réussir à répondre ou quoi, mais il y a un truc qui m'intrigue vu que tu viens de 2 milieux différents, donc et le sport et la restauration. C'est quand même dans les 2 cas, tu as entrepris. Est-ce que tu as vu une différence majeure entre ces 2 secteurs et justement un truc très spécifique justement à la restauration?
En fait, moi, on m'a beaucoup fait la remarque, c'est-à-dire que quand je suis parti d'une marque de sport spécialisée dans les combats type MMA en cage... C'est marrant, ça, parce que ça n'a vraiment rien à voir. Pour aller faire un CAP boulanger, il y a plein de gens qui m'ont regardé, même certains n'y croyaient pas, qui disaient, mais c'est quoi cette histoire? Puis bon, il y a des gens aussi qui ricanaient un petit peu, etc. Mais de la même façon que des gens ricanaient quand j'ai quitté un poste de commercial informatique pour aller faire du MMA. Et en fait, moi, je me rends compte que c'est très similaire. Okay. Mais vraiment très très similaire et c'est quasiment un copier-coller. Alors pourquoi aussi? Parce que c'est des produits B2C, donc on s'adresse au consommateur final. Et finalement, que ce soit Bohemi ou que ce soit Venom, c'est quoi? C'est des produits de qualité qui sont à des prix corrects sur un marché quand même relativement de masse, avec une importance de la marque et des réseaux sociaux. Donc il y a plein de choses qui sont communes. Donc finalement, pour moi, c'est même pas une reconversion. Pour moi, c'est une aventure un petit peu différente, mais c'est un prolongement. C'est le marché qui a changé, mais finalement, tu es sur les mêmes problématiques en jeu ou quoi. Ouais, c'est les mêmes problématiques de recrutement, de management, etc. Donc il y a plein de choses qui sont similaires. Après, la chose qui est très complexe en restauration et qu'on ne retrouve pas, notamment dans une marque de sport, c'est la production. C'est-à-dire que la boulangerie et la restauration de manière générale, tu as une chaîne de valeur qui est énorme. Puisque en entrée, tu fais rentrer de la farine, du sucre et du chocolat. Ouais. Et en sortie, tu fais sortir un produit que tu vas vendre. Et il y a des DLC. Et il y a des DLC. Mais si tu veux, tu es producteur, fabricant et vendeur. Fabricant et vendeur. Et vendeur en B2C. Nous, chez Venom, on a acheté des produits dans des usines. C'est ce que fait Nike. Toi, tu penses le design, le marketing. Après, tu le vends à des revendeurs qui vont vendre au client final. Donc, si tu veux, la chaîne de valeur est beaucoup plus faible. Par contre, c'est des volumes plus gros, au moins au démarrage. Et donc, c'est pas du tout la même complexité. Là, moi, ce matin, j'étais au labo. Quand tu gères un labo de 2000 m² avec des farines, des problématiques d'hygiène, etc., c'est vraiment de la logistique très, très lourde. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est très typique à la restauration. Et puis, c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas s'amuser parce que derrière, c'est des gens qui mangent tes produits. Donc, tu peux potentiellement tuer des gens si c'est mal fait. Donc, Et comme la chaîne de valeur est plus grosse, tu as aussi besoin d'avoir du coup des spécificités métiers plus importantes. C'est-à-dire que tu parlais du pâtissier, du boulanger, etc. Donc, c'est-à-dire que tu as plein de cœurs de métier aussi pour justement faire la production de l'ensemble de vos produits. Tu as plein de cœurs de métier et puis tu as plein de monde. C'est-à-dire qu'à chiffre d'affaires équivalent, tu vas être 50 d'un côté, tu vas être 200 de l'autre. Ouais. Donc c'est très différent. Et gérer 200 personnes, ça implique une complexité que tu n'as pas quand tu en gères 50. Trop bien. Écoute, merci beaucoup. Le podcast va se terminer. Ça fait déjà 1 heure. À chaque fois, ça passe très très vite. C'était super intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Je pense que ça va intéresser les gens quand même de voir aussi, encore une fois, on est dans la restauration, mais c'est quand même d'autres problématiques, je trouve, la boulangerie et d'autres enjeux aussi, même s'il y a beaucoup de choses similaires aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'être passé. Bon développement. On suit l'ouverture à Aix et puis à Jeddah. Et bonne continuation et belle année 2024. Merci beaucoup. À plus. Salut, ciao.